on pourrait résoudre l'équation de diffusion à une dimension dans le cas du régime permanent. Vous n'avez pas à connaître de solution de cette équation. On en étudiera plusieurs, on verra qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça va être encore beaucoup plus riche que la diffusion de particules, la diffusion thermique. Il y a beaucoup plus d'applications, on fera plus d'exercices et dans les concours, ça joue un rôle plus important. On va y passer plus de temps que la diffusion de particules. Donc, la situation la plus classique, c'est la solution en régime permanent. Et on va voir que ça va nous mener à ce qu'on appelle la résistance thermique. Donc, solution en régime permanent, la notion de résistance thermique est une notion très très importante. Donc, quand on était en diffusion de particules, j'avais imaginé là qu'on avait une grotte qui émettait des particules, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on avait fixé le nombre de la concentration ici, la concentration ici. Bon là, ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça va ressembler. On va dire qu'ici, on a une température T1, ici on a une température T2 sur cette face-là. Tout est calorifugé, donc le transfert thermique ne peut pas s'échapper par les côtés. Donc les conditions aux limites, c'est T de 0 et de T égale T1, T de L et de T égale T2, quel que soit T. Et donc l'hypothèse, c'est qu'on est en régime permanent. Donc si on est en régime permanent, la température ne dépend pas du temps. Donc sa dérivée partielle par rapport au temps est nulle. Et donc on se retrouve avec une dérivée seconde qui en fait est une dérivée droite de la température qui est nulle. Et donc le profil de température, c'est un profil linéaire AX plus B. Et on voit tout de suite qu'avec les conditions aux limites, en x égale 0, donc on va dire qu'on avait T1, en x égale L, on avait T2. Donc ça va nous donner, ordonné à l'origine, donc T1 plus la pente T2 moins T1 sur L fois X. Donc on a un profil linéaire de température. Donc voilà, ça c'est standard. Donc ça veut dire que, voilà le profil de température. Donc là je vais supposer que T1 est plus grand que T2. Et donc on a un profil de température comme ça. On peut calculer le flux. Donc le flux thermique, alors on ne mettra pas toujours un indice thermique, sous-entendu je suis en diffusion thermique. Qu'est-ce que ça représente le flux? Ça représente, je me place en une section, la puissance, l'énergie par unité de temps qui traverse cette section à l'abscisse x. A priori ça dépend de x, mais on va voir que ça n'en dépend pas en fait quand on est en régime permanent. Donc ça va être très simplement J thermique de x a priori, et pas de T parce que je suis en régime permanent, fois S. J thermique, loi de Fourier, c'est moins lambda dt sur dx, j'aurais même pu mettre une dérivée droite, fois S. Donc il suffit que je prenne la pente ici de ce truc-là, T2 moins T1 sur L, c'est la dérivée, vous voyez. Avec le moins, je change le signe. Et donc je vais avoir phi thermique est égal à T1 moins T2 sur L fois S fois lambda. Très simple. Et je m'aperçois d'un truc très important. Alors d'abord, le signe, parce qu'attention, ce flux thermique, c'est un petit peu caché, mais c'est un peu comme en électricité, c'est un flux algébrique. C'est-à-dire que, implicitement, dans tout ce que vous avez fait, l'axe des x est orienté vers la droite, la surface est orientée vers la droite. Ce flux thermique, il pourrait très bien être négatif. D'ailleurs, il sera négatif si T2 est plus grand que T1. Vous voyez, il faut bien prendre conscience que là, on travaille avec des grandeurs algébriques. Tout est algébrique. Mais si T1 est plus grand que T2, c'est dans cette situation-là qu'on s'est placé, parce qu'on a travaillé avec des grandeurs positives, mais sachez que les calculs sont aussi vrais si c'est le contraire, eh bien, vous voyez que ce flux, il est bien positif et donc il est dirigé de la gauche vers la droite et qu'il est surtout, il est constant, il est uniforme. Vous voyez, il ne dépend pas de x, il se conserve. Et ça, c'est une loi très importante. Donc, le flux se conserve, il ne dépend pas de x. On va faire une analogie avec l'électricité. En fait, cette situation-là, elle est tout à fait analogue à ce qui se passe en électricité. En électricité, on définit la résistance comme étant, donc R est égal à V1 moins V2 sur I.
Donc V1 moins V2, V1 c'est le potentiel. Et donc la tension U, c'est V1 moins V2. Ça, c'est la résistance électrique en ohms, le potentiel en volts et l'intensité en ampères. Mais une intensité, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une grandeur algébrique et c'est aussi un flux. Alors on verra plus tard que, là c'est peut-être un peu anticipé, mais qu'on définira un vecteur J pour l'électricité. Donc là pour l'instant, bon, je n'insiste pas sur ce point, on le verra plus tard. Mais que l'intensité électrique, c'est aussi un flux. Et c'est la charge par unité de temps. Alors petit q ici, hein, c'est la charge électrique algébrique. Donc vous voyez que cette situation, elle est tout à fait analogue en diffusion thermique à la chose suivante. Votre barre de longueur L, vous pouvez dire que voilà, il y a une température T1 à l'entrée, une température T2 à la sortie, et vous avez un flux. Et ce flux, c'est le flux thermique. Donc ce qui va jouer le rôle du potentiel en électricité, c'est la température en diffusion thermique. Ce qui va jouer le rôle de l'intensité électrique, c'est le flux en diffusion thermique. Bien sûr, ces grandeurs n'ont pas du tout la même dimension, hein, mais c'est l'idée. Et on pourrait même rajouter un troisième truc avec un tableau sur l'analogie avec la diffusion de particules. Si je suis en diffusion de particules, donc ça c'est la diffusion thermique, et ça c'est l'électricité. Donc en diffusion de particules, ce qui jouerait le rôle de la température, c'est le nombre de particules par unité de volume. Ce qui jouerait le rôle du flux, ben c'est aussi le flux, mais ce n'est pas le flux, c'est un flux de particules. Vous voyez, à chaque fois, c'est un flux de quelque chose. Là, c'est un flux de charge. Là, c'est un flux de chaleur, un transfert thermique par unité de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre tableau? Alors, il y a une conductivité électrique. Bon, là, voilà, pour compléter le tableau, ça, vous pourrez y revenir à la fin du cours quand on aura fait ce cours-là sur l'électricité. Hein, vous aurez la conductivité électrique. Bon, là, j'anticipe un peu, c'est pas très grave. Là, vous avez la conductivité thermique. Là, vous avez le coefficient de diffusion D de la loi de Fick. Ici, vous avez la loi de Fick. Allez, on complète le tableau au fur et à mesure. Moins D gradient de petit n. Là, vous avez la loi de Fourier. J thermique est égal à moins lambda gradient de la température. Et là, alors là, bon, on verra ça plus tard, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale. J égale gamma E est égal à moins gamma gradient du potentiel électrique. Bon, ça, hein, pour l'instant, voilà, c'est pour que le tableau soit complet. On y reviendra plus tard dans le cours. Ah, vous voyez cette belle analogie entre électricité, diffusion thermique, diffusion de particules. Regardez un peu pourquoi tout ça c'est analogue. Eh bien, c'est parce que en fait, la physique est un petit peu la même. Qu'est-ce qui provoque le courant électrique? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce flux de charge en électricité? C'est la différence de potentiel. Qu'est-ce qui provoque un flux thermique? C'est une différence de température. Qu'est-ce qui provoque un flux de particules? C'est une différence, alors on a moins l'habitude de définir des résistances en diffusion de particules, mais on pourrait le faire. C'est une différence de concentration, de densité particulière de molécules diffusantes. Hein, et à chaque fois, ces lois-là, ce sont un peu des lois de réponse du milieu par rapport à cette excitation en quelque sorte, qu'est la différence de potentiel, de température ou de diffusion. Et vous voyez que ces trois lois, elles ont exactement mathématiquement la même structure. Alors, pourquoi je vous ai fait tout ça? C'est à cause de la notion de résistance électrique, cette notion de résistance électrique et de résistance thermique. Donc, quelle va être la définition de la résistance thermique? Donc, on va définir, donc ça, vous allez voir, ça va être très très important dans les exercices. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà conscient de ces choses-là, hein, parce que même si vous allez à Leroy Merlin,
hein, sur certains matériaux, la laine de verre, la laine de roche. Il y a même les coefficients lambda, on vous donne les coefficients lambda des matériaux, voyez, pour caractériser leur pouvoir isolant. Hein, donc voilà, ce sont des choses très très pratiques, très concrètes, qui ont des applications énormes, des enjeux énormes. Toute l'isolation thermique est basée là-dessus. Donc la résistance thermique, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, de la même manière, voilà, la résistance thermique, ça va être T1 moins T2. Alors, il y a aussi une histoire de convention, hein, convention récepteur, convention générateur. On définit la résistance en convention récepteur. Donc, vous prenez température de départ moins température d'arrivée divisé par le flux. Alors évidemment, la résistance thermique, elle n'est pas en ohms. La résistance thermique, elle est en Kelvin watt moins 1. Il faut évidemment adapter les unités, mais la physique est la même. Qu'est-ce qu'elle vaut alors cette résistance thermique? Regardez, vous l'avez là. Qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? T1 moins T2 divisé par le flux. C'est pour ça que ce petit calcul en régime permanent, aussi simple soit-il, il est fondamental. Donc ça fait L sur lambda S. Plus tard, dans le cours d'électricité, je ne vais pas le faire maintenant, mais on démontrera que la résistance électrique, ça sera L sur gamma S. Et oui, regardez, vous avez une analogie complète dans le tableau. Hein, je remplace lambda par gamma, la conductivité électrique qui caractérisera l'aptitude d'un matériau à conduire l'électricité. Alors, c'est un peu normal, regardez. La résistance thermique est d'autant plus grande que la longueur du matériau est grande. Ça paraît logique. Elle est d'autant plus petite que la section est grande, parce que pour le même flux, vous avez plus, entre guillemets, de place pour l'énergie de se propager. Et puis, c'est inversement proportionnel à la conductibilité thermique. Donc ça nous montre que plus lambda est grand, plus la résistance thermique est faible. Donc on voit bien que la conductibilité thermique ou la conductivité thermique, ça caractérise bien l'aptitude d'un matériau à conduire la chaleur. On pourrait même définir une conductance thermique qui serait l'inverse. Donc la conductance serait proportionnelle à la conductivité thermique, de la même manière qu'on définit une conductance électrique, c'est son inverse. D'accord? Alors, pourquoi c'est important ça? Eh bien parce que vous allez voir qu'il y a des lois d'association des résistances thermiques. C'est-à-dire que on va vous faire des exercices dans lesquels on va mettre des résistances thermiques en série, dans lesquels on va mettre des résistances thermiques en parallèle. Donc là, je vous donne juste l'idée. Vous avez la structure d'un mur. Allez, vous avez un BA13. Hein, donc c'est le plat de 13 mm d'épaisseur. Hein. Derrière, vous avez de la laine de roche. Hein, je ne sais pas quelle épaisseur, ça dépend de vos plaques par exemple. Derrière, vous avez la bonne brique du Nord. Enfin bref, vous pouvez rajouter autant de couches que vous voulez. Certains murs ont même peut-être un vide sanitaire dans lequel en fait il y a de l'air qui est enfermé. Vous voyez, ça c'est pas mal aussi, ça fait un peu comme un double vitrage. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces différentes couches vont former des résistances thermiques qui vont se placer en série. Et donc, la résistance équivalente thermique à cette association en série, ça va être la somme des résistances thermiques. Donc, vous aurez des lois d'association. Vous prenez des murs, les murs de cette pièce, hein, voilà, ça fait des trucs en série. Mais maintenant, vous pourrez aussi avoir des associations en parallèle. Alors, regardez un petit peu, vous avez cette pièce-là, il y a des murs, il y a un plafond, il y a un sol, et là, ces différentes résistances thermiques du mur, du plafond, etc., elles ne sont pas en série, mais elles sont en parallèle. Qu'est-ce que c'est que des résistances en parallèle? Ça veut dire que quand on est en électricité, en parallèle, ça veut dire je pars d'un même nœud pour aboutir à un même nœud. Mais pourquoi alors est-ce que les murs sont en parallèle les uns avec les autres? Parce que vous partez de la température intérieure et vous allez vers la température extérieure. Donc vous voyez que c'est exactement ça. Hein, pour reconnaître si des résistances sont en parallèle, il faut que ça parte d'une même température, la température de la pièce, et que ça aille vers la même température. Et là, qu'est-ce que vous avez comme loi d'association? Ça se démontre exactement pareil qu'en électricité. Hein, ce sont les 1 sur R qui vont s'additionner. Donc 1 sur Rec est égal à la somme des 1 sur Ri. Donc ça, voilà, ça va donner, ça va être l'objet de plein d'exercices, d'accord? Alors regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez la notion de pont thermique. Pont thermique.
qu'est-ce que c'est qu'un pont thermique? Ben, vous devinez ce qui peut se passer. Regardez, vous avez investi des 1000 et des cents pour isoler vos murs. Mais vous avez oublié d'isoler le toit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui compte dans une isolation thermique, c'est la cohérence. Parce que si vous avez une résistance qui est beaucoup plus faible que les autres, allez, je modélise ça par un fil. Là, c'est comme si vous aviez plutôt laissé la porte ouverte, mais bon. Hein. Donc, ça fait quoi? Ça fait un court-circuit thermique. Autrement dit, le flux, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez une loi des nœuds thermiques. Hein, vous avez, parce que la démonstration de cette loi-là, ça s'applique, c'est la loi des nœuds. Vous voyez, donc le flux thermique, il va se séparer en flux. Hein, et évidemment, c'est ce flux-là qui va être le plus important. Donc ce qui compte dans une isolation électrique, c'est si vous avez une porte d'entrée qui est vraiment nulle, vous avez beau isoler les murs, etc., bah, tout va passer par la porte. Hein, je caricature un peu, mais c'est ça.